Madame la Présidente, chers collègues, effectivement, j'ai le grand plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui, d'abandonner pour la journée ma commission des finances pour, j'allais dire, défendre une proposition de loi où mon ambition et la manière dont je vais la défendre est vraiment d'essayer de vous convaincre de cette nécessité. Je voudrais vous parler de Mamadou. Ce n'est pas un prénom fictif, c'est un prénom réel, d'un jeune lycéen d'Épinay-sur-Seine qui, il y a quelques mois de ça, faisait une sortie avec son lycée, une sortie de classe, et arrivait à la gare du Nord depuis Amsterdam. C'est un lycéen sans aucun problème. Il est noir de peau. Il est arrivé à la gare du Nord et avec 3 autres de ses camarades de classe, il a été contrôlé par la police sans aucun motif, mis de côté par rapport à sa classe. Et Mamadou nous dit qu'il est souvent habitué à ces contrôles, mais là, quelque part, du fait justement que ce soit confronté vis-à-vis de sa classe, vis-à-vis de ses camarades de classe, il a senti une humiliation plus importante que d'habitude. De cette humiliation plus importante que d'habitude, s'en est suivi quand même une tension qui consistait simplement à demander « mais pourquoi moi je suis contrôlé ?» Et du coup, alors que d'habitude il se laisse faire parce que tellement justement c'est routinier pour lui, là la tension a commencé à monter. Et il a fallu l'intervention de l'enseignante par rapport aux forces de police qui commençaient à le prendre par le bras de manière assez forte, à le palper, pour que les choses se fassent et se calment. Le lendemain, l'enseignante qui a trouvé que ce contrôle n'était pas normal, puisqu'il n'y avait aucun motif, a proposé à Mamadou et ses camarades de porter plainte. Et la réaction de Mamadou, que nous avons auditionnée, ça a été de dire à son enseignante « mais pourquoi ? C'est pour moi quelque chose d'habituel. Je suis contrôlé comme ça plusieurs fois par semaine, parfois par les mêmes policiers. Pourquoi porter plainte ?» Il l'a quand même fait. Pourquoi je vous cite cette anecdote ? Parce que je voudrais ici vous parler de Mamadou et de millions de jeunes Français qui connaissent une situation sur laquelle, une situation que pour notre part, ici sur la table, autour de la commission, ou même de nos enfants, nous ne connaissons pas ou nous connaissons très très peu. C'est la situation que vivent des millions de concitoyens français et que je définirais de discriminatoire. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est que tous les chiffres indiquent, tant de la part du défenseur des droits que d'études du CNRS qui ont été faites, qu'il y a effectivement discrimination dans la question du contrôle d'identité. Le défenseur des droits dit que quand vous êtes de couleur de peau différente de celle de la majorité de nos concitoyens, quand donc vous appartenez à une minorité entre guillemets ethnique, je mets entre guillemets les termes, vous avez 20 fois plus de chances d'être contrôlé. Le CNRS est plus mesuré sur ces chiffres, mais c'est quand même une proportion qui est de 12 fois plus pour les Maghrébins, 8 fois plus pour les Noirs. Cette discrimination est tellement évidente que la Cour de cassation du 9 novembre 2016 a jugé que les contrôles discriminatoires constituaient une faute lourde commise par l'État. Récemment, l'ONU, lors du dernier examen périodique sur les droits de l'homme, a ciblé la France pour profilage ethnique et pour contrôle au faciès. Je vous fais remarquer que le contrôle d'identité a une particularité, c'est que finalement, c'est le seul acte administratif, y compris policier, qui ne nécessite ou n'entraîne aucune certification, aucune traçabilité, aucune exposition des motifs. C'est un phénomène massif, puisque là aussi, selon les chiffres, entre l'Open Society ou des chiffres qui ont été avancés par certains députés ces dernières années, notamment Gilles Carrez, il y a 5 à 10 millions de contrôles qui s'effectuent par an. L'effet collectif est évident. Très souvent, ces contrôles que nous côtoyons, par exemple, dans les transports en commun, dans les quartiers, entraînent un réflexe, qui est l'idée de se dire « mais pourquoi finalement ce sont toujours les mêmes populations qui rendent nécessaire ce type de contrôle ?» Or là, il nous faut justement aborder un deuxième thème, c'est l'efficacité de ces contrôles. Bon, les études sont parcellaires, j'en conviens, puisqu'il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de statistiques possibles, il y a quand même des études qui ont été faites, notamment des études très sérieuses
de la Direction générale de la police nationale sur 6 mois dans 2 départements, l'Hérault et le Val d'Oise, du 1er août au 30 septembre 2014. Et d'autres études ont été faites par le CNRS et par des associations qui tombent tous à peu près sur le même chiffre. Il y a environ 5% de ces contrôles seulement qui déclenchent soit une interpellation, soit en tout cas une suite, j'allais dire, judiciaire ou policière simplement par rapport au contrôle. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a aucune efficacité dans ces contrôles et que, faute de motifs, eh bien, et du fait discriminatoire dont je parle, nous avons là un des actes policiers les moins efficaces que l'on connaisse. Pour des millions de personnes, 18-25 ans souvent, c'est une majorité de jeunes qui sont contrôlés, notamment les quartiers populaires, cela rend toujours plus complexes les rapports police-population. Je note que Mme Christine Lazergue, présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, parle d'un abcès de fixation des relations police-population, et donc évidemment complique en réalité l'ordre républicain et le consentement à cet ordre républicain. On peut parler souvent, je pense que dans vos arguments, les arguments des collègues qui seront contre cette expérience, on peut relater ce que dit souvent la police, parce que je ne vais pas faire de langue de bois. De la hiérarchie policière jusqu'aux policiers, la plupart des syndicats, tout le monde est contre la remise en question de ces contrôles d'identité sans motif et de la question du récépissé. Et souvent, on nous dit il faut simplifier. Et donc, si on doit simplifier, pourquoi entraîner plus de paperasserie? Je noterai quand même le paradoxe qui est le fait de demander que là, pour le coup, on simplifie quelque chose qui est tellement simple que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la situation aberrante de pouvoir faire un acte de police qui n'est pas banal, qui ne devrait pas être banal, sans aucune traçabilité et aucun papier justifiant cet acte. Quant à la question de la paperasserie, imaginons si dans les rapports citoyens-administration, nous estimions qu'il faut tellement se passer de paperasserie que finalement, un acte de l'administration vis-à-vis d'un concitoyen peut être fait sur la simple décision de l'un des membres de l'administration sans qu'aucun motif n'ait été nécessaire. La police, évidemment, et je parle des policiers, dans leur très très large majorité, ne sont pas en responsabilité de cette affaire. C'est un système qui finalement a un lien d'abord avec la politique du chiffre, deuxièmement avec le fait, et là l'étude dont je vous parle est une étude qualitative du CNRS, le sentiment qu'en faisant ce type de procédure qui est communément admis, on est mieux noté, un moyen de promotion. On pense aussi que c'est un moyen d'affirmer une autorité. Là, je vous cite des propos d'études qui ont été faites auprès des policiers par rapport à des populations que ces mêmes policiers jugent éventuellement difficiles dans l'approche. Et donc, finalement, ce système est celui qui met en avant la question de la détection et de la promotion interne. Sur la détection, j'ai déjà tout à l'heure répondu sur le peu d'efficacité de ces contrôles. En réalité, on pourrait conclure sur une chose, c'est que ces contrôles, la plupart du temps, très très majoritairement, quasi même unanimement, ne servent à rien. Ils sont dangereux à la fois pour les populations discriminées, mais ils sont dangereux d'une manière ou d'une autre aussi pour les policiers qui se retrouvent justement dans une situation conflictuelle par rapport à ces populations. Et enfin, et je parle notamment à tous ceux qui estiment qu'il faut baisser sans cesse le train de l'État, ils sont coûteux, parce que vous imaginez que pendant un policier contrôle pour une seule efficacité de 5% autant de gens, eh bien, il ne fait pas autre chose pendant ce temps-là et est entraîné finalement dans une procédure routinière qui est peu efficace. C'est au point que dans toutes les enquêtes qui ont été faites au niveau européen, la France se situe parmi les pays où il y a plus de contrôles, de minorités en rapport avec le nombre de contrôles globaux. Je l'ai dit tout à l'heure sur les réactions de l'ONU vis-à-vis de ce sujet. Pour vous convaincre, parce que nous avons bien compris que la généralisation du récépissé de contrôle d'identité n'aurait pas une majorité, nous vous proposons ici quelque chose, j'allais dire, entre guillemets, qui ne coûte pas grand-chose, c'est-à-dire une expérimentation pour vérifier si ce que nous pensons, ce que nous disons, se vérifie ou pas dans les faits, et que nous puissions, par exemple, au bout d'un an d'expérimentation,
et avec le retour à l'Assemblée, nous puissions savoir si oui ou non nous sommes à même de généraliser cette mécanique, ce processus, ou si au contraire il convient justement de ne pas s'engager dans cette voie. Nous proposons de l'expérimenter, comme d'ailleurs ça a été fait dans d'autres pays européens, notamment par exemple en Espagne, Angleterre, où à chaque fois les rapports entre la population, de ces expériences, les rapports entre la population et les policiers se sont améliorés, les taux d'élucidation se sont améliorés, en même temps effectivement que baissait le nombre de contrôles. Cette expérimentation, et je viens à la proposition de loi concrète, elle passe d'abord par la transformation de l'article 78.2, c'est-à-dire le fait de passer d'une procédure où on demande des raisons plausibles de procédure à des raisons objectives et individualisées pour justement procéder à un contrôle d'identité. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que justement la question d'être plausible élargit énormément finalement, j'allais dire, les raisons pour un policier de faire un contrôle d'identité et ne l'amène pas finalement à se demander pourquoi il va faire ce contrôle, pour quel motif. Je reprends par exemple le cas du jeune Mamadou tout à l'heure. Comme ça a été suivi par une plainte, il a été demandé aux policiers pourquoi ils avaient effectué ce contrôle. Et la réponse par rapport à Mamadou, jeune lycéen qui sortait de manière très claire et avec ce que rapportait l'enseignante d'un voyage de classe, ça a été répondu par la police parce qu'à la sortie du Thalys, il y avait des fortes menaces terroristes ou des fortes menaces de délinquance de drogue. Autrement dit, les policiers ont été contrôlés, un jeune noir, pour dire très clairement les choses, plus 2 jeunes de ses camarades, en lien non pas avec quelque chose qui se serait passé dans le wagon, avec un motif précis, où là on peut penser qu'il y a par exemple un vol et autres, et ils procèdent à des contrôles, mais avec quelque chose d'un contexte global lié au terrorisme, lié au trafic de drogue, qui les a amenés à penser que les personnes auxquelles ils devaient procéder d'identité étaient les personnes de couleur, même si par ailleurs ils étaient dans un voyage de classe dont chacun conviendra qu'en matière de terrorisme, jeunes Français, il était un peu compliqué de penser que c'était eux qui prenaient un risque. Donc, il y a la nécessité de changer l'article 78.2 et que ce soit effectivement quelque chose qui amène à des raisons objectives et individualisées. Nous proposons par ailleurs donc que ce récépissé puisse contenir le matricule du policier, le motif du contrôle, qu'il soit donné des 2 côtés, c'est-à-dire il y a une part du récépissé qui vient vers la personne contrôlée et une part évidemment vers l'administration policière qui permettra de faire de la traçabilité, de faire des statistiques pour voir justement l'efficacité réelle de ces contrôles ou pas, au-delà des études que j'ai citées tout à l'heure, et d'avoir aussi une réflexion, je crois, dans le corps policier sur justement la nécessité de ces contrôles sans motif et dont j'ai tout à l'heure noté le caractère discriminatoire. Pour la personne qui le vit, ça permettra justement là aussi non pas de ne plus se faire contrôler. La question n'est pas de donner un récépissé pour que la personne contrôlée puisse dire après vous ne me contrôlez pas parce que j'ai un récépissé, mais ça permettra par exemple dans tel ou tel cas, et nous en connaissons tous pour notre part par exemple députés des quartiers populaires, de savoir si par exemple il se trouve que l'administration policière, voire un policier, eh bien, procède de manière fréquente et de manière sans aucun motif à ce type de motif, ce qui permettra aussi, là aussi, d'interroger, j'allais dire, le corps policier et l'administration policière sur cette nécessité. Cette expérience, nous proposons qu'elle soit dans des communes. Pourquoi des communes? Parce qu'il faut bien un territoire, que nous savons que des communes se sont portées volontaires, que ce soit dans le Val-de-Marne, des cas comme Dijon ont été notés aussi, des cas comme Paris avaient évoqué cette possibilité. En tout cas, nous sommes certains que nous trouverons des communes qui le souhaiteront. Et ça permettra, non pas, évidemment, la commune n'a pas, c'est pas elle qui, bien heureusement, a un rapport de pouvoir vis-à-vis de la police nationale, mais j'allais dire qu'il faut que le contexte soit bon pour que puisse être fait cette expérimentation. Et par exemple, imaginez, selon les décisions qui seront prises en termes par le Conseil d'État, le décret du Conseil d'État qui permettrait d'appliquer cette loi, qu'il y a un conseil municipal qui s'adresse au préfet pour demander que cette expérimentation soit faite et que le préfet doive répondre en fonction de la loi que nous aurons votée, ça permettra, je pense, d'avoir les meilleurs contextes possibles pour permettre ces expérimentations. Et, je dois le dire aussi, le fait de décider d'une voie expérimentale évitera qu'on nous objecte l'article 40 en termes de coûts budgétaires. Voilà, je crois que cette proposition de loi est raisonnable. Elle répond finalement aux déclarations d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle,
qui avait dit « Nous avons beaucoup trop de contrôle d'identité avec de la vraie discrimination ». Elle répondra aussi, je crois, à l'attente de beaucoup de collectifs citoyens, d'associations qui attendent justement que soit lancé un signal. Et cette expérimentation qui, comme vous le constaterez dans le texte, là encore, et j'allais dire, n'entraîne qu'un mécanique qui est quelque chose qui nous permettra ensuite, dont ensuite nous pourrons vérifier, j'allais dire, le bien fondé ou pas, constitue une loi à laquelle je vous appelle ici, chers collègues, à voter. Merci.